Alors pour commencer, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette invitation à parler des compétences individuelles et collectives au service du développement durable. Et puis on va retrouver un certain nombre de thématiques qui ont été abordées dans l'intervention précédente, mais vues sous l'angle des compétences. Alors j'ai intitulé cette intervention « Inscrire les activités humaines dans un développement durable, modèle, méthode et outils ». L'idée étant d'essayer de poser les problèmes de l'éducation et de la formation dans un cadre beaucoup plus général qui est celui des activités humaines, et je vais essayer de développer ça en insistant sur les aspects outils, méthodes et outils, puisque c'était un petit peu la commande au regard de la thématique du colloque de cette année, en essayant de préciser malgré tout que les compétences individuelles et collectives sont au cœur de tout ça. Pour positionner un petit peu le propos, je vais commencer par dire quelques mots sur mon propre parcours et puis sur les préoccupations qui sont les miennes. Alors en ce qui concerne mon parcours académique, j'ai un parcours d'enseignant d'abord en tant que maître formateur. J'ai exercé en tant que maître formateur pendant plus d'une quinzaine d'années, puis ensuite au niveau de l'université en tant qu'enseignant-chercheur et spécialiste de la psychologie du développement. Et du coup, la question du développement m'intéresse beaucoup dans le sens où, effectivement, la question des modèles, notamment, par lesquels on aborde la question du développement d'une façon générale, me semble importante. Du point de vue de mes thématiques de recherche, je me suis intéressé en tant que psychologue du développement pour commencer aux micro-genèses dans les activités de résolution de problèmes chez l'enfant. Et ça m'a conduit quelques années plus tard à m'intéresser à la question des compétences individuelles et collectives. Cet intérêt pour les compétences individuelles et collectives, j'ai été amené à l'expérimenter dans un autre champ que celui de la psychologie du développement, en sciences de gestion, et j'ai essayé de montrer en sciences de gestion en quoi les théories de l'activité étaient extrêmement importantes à prendre en compte pour penser les questions de gestion des organisations et des territoires, et je dirais quelques mots autour de ces questions de gestion de collectifs plus ou moins importants. Donc mon propos d'aujourd'hui va consister à partir d'un constat que je vais évoquer tout de suite après pour essayer de mettre en lien ce qui est de l'ordre des modèles, des méthodes et des outils, en essayant de faire en sorte qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas penser les méthodes et les outils sans une référence directe aux modèles théoriques qui peuvent être sous-jacents à ces méthodes et ces outils. Je vais donc organiser mon propos en trois parties. Première partie, je vais parler des modèles. Deuxième partie, je vais parler des méthodes assez rapidement. Et troisième partie, je vais insister sur les outils. Alors le constat, ce double constat, c'est celui qui consiste à dire que si on veut inscrire les activités humaines dans un développement durable, eh bien, il faut commencer par changer l'organisation des activités humaines en général, et là on est sur un plan plutôt collectif. Et d'autre part, ça implique ce changement des activités humaines de développer de nouvelles compétences, et du coup, ça concerne directement toute la problématique de l'éducation et de la formation, parce que c'est à ce niveau-là, effectivement, qu'on développe de nouvelles compétences. Alors, du côté du changement de l'organisation des activités humaines, il est clair que ce qui est important, c'est de pouvoir manager autrement les compétences individuelles et collectives. On est actuellement sur un management qui est essentiellement pyramidal, essentiellement focalisé sur la performance, et je pense que ce management devrait devenir plus horizontal et certainement beaucoup plus orienté vers les compétences que vers les performances. Si on se tourne du côté de l'éducation et de la formation, il s'agit de former et d'éduquer autrement
qu'en termes de transmission de savoir, comme ça a été pendant longtemps la focalisation essentielle des institutions d'éducation et de formation. On parle beaucoup maintenant d'une approche par compétence dans l'éducation et la formation, et je crois qu'effectivement cette question-là est tout à fait centrale. Alors bien évidemment, ces deux types d'activités, management des compétences collectives d'un côté et éducation et formation des compétences individuelles de l'autre, ce sont deux aspects qui sont en étroite interaction, parce que évidemment on ne manage pas correctement les compétences dans un collectif sans s'intéresser à la manière dont on développe des compétences sur le plan individuel. Et évidemment, développer des compétences sur le plan individuel, ça a des répercussions sur l'organisation de l'activité collective et des compétences collectives. Alors tout ça devrait pouvoir conduire à produire des innovations, et là ça rejoint un des aspects qui a été abordé dans la conférence précédente, produire des innovations de façon responsable pour interagir durablement avec notre écosystème. Et ce qui me paraît important, c'est de repérer en fait les implications qu'il y a de ce point de vue sur les grandes thématiques qui sont associées à cette façon de réfléchir. Donc quand on travaille sur le management des compétences collectives, on est plutôt du côté d'une sociogenèse, c'est-à-dire de ce développement des sociétés, qu'il s'agisse de collectifs relativement limités ou bien qu'il s'agisse de collectifs extrêmement généraux. D'un autre côté, on est sur de l'ontogenèse, c'est-à-dire le développement des compétences individuelles, et tout cela est évidemment en lien avec la phylogenèse, c'est-à-dire l'évolution des espèces dans leur environnement. Donc dans la première partie, je vais essayer de m'appuyer sur des modèles et présenter rapidement ces modèles qui permettent effectivement de penser à la fois le développement ontogénétique et le développement sociogénétique. Trois modèles me paraissent cruciaux. Évidemment, le premier, c'est celui qui consiste à essayer de définir de façon précise, et c'est malheureusement pas le cas la plupart du temps, ce qu'est le concept de compétence, et ce concept de compétence, le définir notamment du point de vue des processus qu'il met en jeu, alors que jusqu'ici, on l'a défini essentiellement de façon relativement vague et surtout de façon extrêmement hétérogène. Deuxième type de modèle, c'est le modèle de management, c'est-à-dire celui qui va consister à voir comment on peut concevoir un management qui soit moins pyramidal que celui auquel on fait référence habituellement. Et enfin, un troisième modèle qui est le modèle de tutorat, c'est-à-dire le modèle qui consiste à voir comment quelqu'un qui dispose de compétences importantes peut aider au développement de compétences chez quelqu'un qui en dispose moins. Alors je vais donc essayer de présenter rapidement ces trois types de modèles. Tout d'abord le modèle de la compétence, pour faire d'abord une analyse critique rapide de ce que sont les conceptions classiques de la compétence, pour remarquer d'abord que dans les définitions qui sont habituellement données, du type de celle qu'on a à droite, celle de Tardif, on a un amalgame entre ce qui est de l'ordre de l'explicitation de ce qu'est la compétence d'une part et de son évaluation d'autre part. C'est pour ça qu'on trouve l'idée, par exemple ici, de mobilisation et de combinaison efficace d'une variété de ressources. Mais dès lors qu'on dit efficace, ça veut dire qu'on joint la question de l'évaluation à celle de la définition de la compétence, qui est plutôt ici le savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et prenant appui sur des ressources externes et internes. Deuxième type de problème que posent les définitions classiques, c'est qu'il n'y a pas d'explicitation des processus de mobilisation et de construction des compétences. Et ça, c'est fondamental parce que on ne peut valablement
intervenir sur les compétences d'autrui que dans la mesure où on a une idée assez précise de ce que sont ces processus de mobilisation et de construction des compétences. Troisième problème, c'est celui de l'articulation, ou plutôt de la non-articulation en général, entre ce qui est de l'ordre des compétences individuelles et ce qui est de l'ordre des compétences collectives. Et là, lorsqu'on regarde la littérature d'un côté et de l'autre, on se rend compte qu'on est sur des choses qui sont radicalement différentes. Et quand on voit par exemple la définition de Dejoux que j'ai rapportée ici, pour rendre compte des compétences collectives, on voit bien que l'articulation n'existe pas, ou en tout cas est pensée de façon extrêmement vague. Enfin, dernière critique qu'on peut apporter de façon générale à ces définitions de la compétence, c'est qu'on a souvent un recours relativement naïf à la notion de ressources, en faisant comme si être compétent, c'était puiser dans des ressources qui sont là, à disposition, et qu'il suffirait de prendre sur une étagère pour pouvoir les utiliser. Évidemment, on n'utilise jamais les ressources de la même façon selon qu'on est un sujet compétent ou non compétent. Le fait d'avoir un certain niveau de compétence amène à utiliser des ressources de façon complètement différente, et cet aspect-là me semble extrêmement important à garder à l'esprit quand on parle de compétences. Alors, j'ai proposé une autre approche de la compétence à partir des modèles qui ont été proposés en psychologie du développement autour de l'activité et autour de l'analyse de l'activité, et je me suis notamment beaucoup appuyé sur la définition du schème que donne Gérard Vergniaud en disant après Piaget que le schème est une organisation de l'activité pour une classe de situation. Et il insiste beaucoup sur l'idée d'organisation de l'activité, parce que c'est cette organisation qui est importante à prendre en compte, notamment du côté de la mobilisation de la compétence pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée. Et cette mobilisation s'effectue toujours via des artefacts, c'est-à-dire via des outils matériels ou symboliques qui sont utilisés pour traiter la tâche à laquelle on est confronté. Ce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de compétences, c'est de parler de ce qui vient après cette mobilisation d'une organisation de l'activité pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée. C'est que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on est actif, chaque fois que l'on est actif, eh bien, on construit également des choses, et on parle très peu de cette régulation de l'activité au fur et à mesure qu'on avance dans son activité, dans la mise en œuvre de son activité. On insiste en général sur l'idée que la compétence est liée à l'expérience, mais on ne rend pas compte en même temps de la mobilisation et de la construction de la compétence. Donc la compétence, en fait, c'est à la fois un potentiel, c'est-à-dire une organisation qui est déjà là, une compétence qui est déjà là, qui va être mobilisée ici et maintenant pour réaliser une activité dont on peut dire que c'est une activité située, et donc qu'elle donne lieu à une compétence effective. Si on entre maintenant, grâce au modèle que propose Gérard Vergniaud du schème, dans les processus qui sont impliqués dans la mobilisation, on va pouvoir dire que la compétence, c'est une activité productive parce qu'elle cherche à produire un résultat via des artefacts. Cette activité productive, elle suppose nécessairement des anticipations des résultats que l'on va obtenir. On s'engage toujours dans une activité avec l'idée qu'on va obtenir tel ou tel type de résultat. Bien évidemment, pour produire ces résultats, on va mettre en œuvre des règles d'action. Donc c'est l'idée de la temporalité, des choses qu'on fait les unes après les autres, dans un certain ordre, d'une certaine manière, en faisant des choix. Ces choix
On les fait à partir d'inférences, c'est-à-dire à partir d'une adaptation de ce potentiel que l'on a pour traiter la situation spécifique à laquelle on est confronté ici et maintenant. Et évidemment, il y a derrière ces choix des conceptualisations. Vergniaud appelle ça des invariants opératoires, et il distingue deux types d'invariants opératoires. Des invariants opératoires qui sont d'une part des choses que l'on tient pour vraies, c'est-à-dire toutes celles qui permettent de justifier l'activité dans laquelle on s'engage, et puis les choses que l'on tient pour pertinentes, c'est-à-dire celles que l'on considère comme devant être prises en compte ici et maintenant, parce qu'on est dans telle situation, et que dans telle situation, ce qui est important de tenir compte ici et maintenant, c'est de telle ou telle chose pour pouvoir réussir l'activité dans laquelle on est engagé. Il appelle ça théorème ANAC pour ce que l'on tient pour vrai et concept ANAC pour ce que l'on tient pour pertinent. Ces deux aspects-là sont, me semble-t-il, extrêmement importants à prendre en compte, et malheureusement, on ne tient pas toujours compte de ces aspects-là en éducation. Et puis, deuxième aspect, évidemment, l'activité que l'on mobilise est une activité qu'on régule en même temps. On peut le faire de trois façons différentes. En boucle courte, c'est-à-dire en essayant de changer les règles d'action que l'on met en œuvre. En boucle longue, en essayant de changer les conceptualisations qui sont associées à l'activité. Ou en boucle de type changement de schème, c'est-à-dire en s'orientant vers une autre activité que l'on a éventuellement à disposition, mais que l'on n'a pas mobilisée spontanément, et qui s'avère important de mobiliser au regard notamment des résultats qu'on a obtenus. Cette compétence comporte trois types d'adaptation, et ça c'est très important. Donc c'est une compétence qui est dynamique, contrairement aux définitions classiques savoir, savoir-faire, savoir-être qui sont très statiques. C'est une compétence qui est dynamique et qui permet de s'adapter aux circonstances. Ce sont les inférences qui permettent de le faire. En fonction des circonstances, on va choisir plutôt telle ou telle règle d'action qu'on a à disposition. On va s'adapter également aux propriétés des artefacts que l'on utilise, parce qu'on ne s'y prend pas de la même façon pour faire la même activité selon le type d'artefact qu'on utilise. Et enfin, on va s'adapter aux résultats que l'on obtient pour ajuster en quelque sorte, en fonction de ces résultats, les boucles de régulation qu'on peut mettre en place pour avancer la construction de ses propres compétences et être plus efficace, voire plus efficient. Deuxième modèle, le modèle de tutorat. Il est directement inspiré de celui que je viens de présenter, puisqu'on va retrouver ici le modèle de la compétence avec l'activité qui est produite pour traiter une tâche donnée dans une situation déterminée, avec les feedbacks et les boucles de régulation, les invariants opératoires, les inférences, les règles d'action, les anticipations. Et ici, l'idée de cette triple flèche, c'est de montrer que les compétences, elles se mobilisent toujours sur trois plans en même temps. Un rapport à la tâche, un rapport à autrui parce qu'on est toujours dans une activité qui est adressée, et puis un rapport à soi parce qu'on est toujours en situation de mobiliser sa propre personnalité et ce qu'on est dans les tâches auxquelles on s'attaque. Et évidemment, pour un tuteur, la problématique, c'est de pouvoir tenir compte de ce que sont ces mobilisations de compétences et ces régulations de compétences chez le tutoré pour pouvoir se donner des moyens d'agir. Et les moyens qu'on a d'agir, ils sont évidemment aussi nombreux que les éléments constitutifs de cette compétence. Donc, le tuteur peut d'abord essayer de comprendre ce qui se joue chez le tutoré sur ces différents plans, et d'autre part, à lui d'agir de façon directe ou indirecte pour aider à la transformation, c'est-à-dire aider le tutoré à construire ses propres régulations qui vont l'amener à développer ses propres compétences. Ce modèle-là est évidemment extrêmement important pour
traiter de l'aide au développement des compétences individuelles, voire de compétences collectives dans certains cas. Troisième modèle, le modèle de management. Alors ce modèle de management, il me semble important de le comprendre en termes de compétences collectives et de compétences collectives dont on peut rendre compte, de mon point de vue, exactement de la même façon que l'on rend compte des compétences individuelles, c'est-à-dire en utilisant le modèle que je viens de présenter pour rendre compte des compétences individuelles. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une compétence collective? Eh bien, c'est une organisation de l'activité collective qui vise à fournir un produit ou un service. Cette compétence, on peut la définir comme ça de façon très macro, mais on peut la définir également de façon méso, c'est-à-dire en termes de collectif qui contribue à cette compétence collective générale. Et on peut la définir de façon micro en s'intéressant cette fois aux compétences individuelles qui sont mobilisées à l'intérieur de chacun des collectifs pour produire ces compétences génériques. Cette compétence décrite de cette manière-là, on pourrait la percevoir comme étant quelque chose de statique, mais évidemment, elle est toujours en dynamique parce qu'elle se modifie. Et elle se modifie, on pourrait dire, de façon organisée à travers des processus qui ont été décrits notamment par Nonaka et Takeshi qui s'intéressent à l'organisation des activités dans les organisations et qui s'intéressent à la conversion des connaissances. Et donc Nonaka et Takeshi mettent en évidence, proposent un modèle de conversion des connaissances qui est un modèle en 4 temps avec un premier temps de socialisation où les connaissances peuvent être converties d'un sujet à l'autre grâce simplement à des échanges qui se produisent sans nécessairement que ce soit des échanges verbaux, simplement parce que les gens travaillent les uns à côté des autres, soit de façon coopérative, soit de façon indépendante, mais en visibilité les uns des autres. Deuxième niveau, c'est le niveau d'explicitation. Les compétences sont explicitées et sont extériorisées. Troisième niveau, elles sont combinées au niveau de l'organisation, notamment en termes de savoir. Nonaka et Takeshi n'utilise pas le terme de savoir, mais on peut, me semble-t-il, l'utiliser à ce niveau-là. Et puis, une fois que des savoirs ont été construits et stabilisés sur le plan collectif, eh bien, il s'agit que les individus les intériorisent pour boucler sur de nouvelles socialisations, de nouvelles formes de socialisation, d'extériorisation, de combinaison et d'intériorisation. Et donc, c'est une espèce de spirale sans fin qui permet de progresser au fur et à mesure. Cette spirale, il me semble qu'on peut complètement l'adapter pour rendre compte des compétences au sens où je les évoquais précédemment et j'ai proposé de traduire ça de cette manière-là en disant en fait les 4 étapes, on va les retrouver ici en termes de percolation de schèmes individuels, de formalisation de schèmes individuels et collectifs, d'articulation de schèmes individuels et collectifs et enfin de réorganisation de schèmes individuels et collectifs. Et donc cette spirale est une spirale vertueuse qui est orientée par l'innovation, parce que chaque fois qu'on avance dans cette spirale-là, on débouche sur des innovations de différents types. Alors, deuxième partie, déduire des modèles, des méthodes pour agir. Je vais aborder 2 éléments. Le premier qui est directement en lien avec la spirale que je viens de présenter tout de suite, et puis le deuxième qui concerne plus spécifiquement les pratiques de formation et d'éducation. En ce qui concerne le management des compétences individuelles et collectives, eh bien, si on reprend cette spirale, on voit bien que cette spirale permet de repérer des processus que l'on peut essayer de favoriser pour développer des compétences collectives au sein des organisations ou de territoires. Il s'agit d'abord, évidemment, de favoriser cette percolation de schèmes individuels, cette socialisation, si on reprend les termes de Nonaka et Takeshi,
Et on voit bien que lorsqu'on fait ça, on favorise notamment des processus d'apprentissage qui ont été très précisément décrits en psychologie, notamment par Bandura au niveau de la théorie des apprentissages par observation, et puis également par des gens comme Reber qui se sont intéressés aux apprentissages implicites, c'est-à-dire aux apprentissages que l'on réalise sans se rendre compte qu'on les réalise, simplement parce qu'on est au contact de gens qui développent des compétences. Deuxième niveau, théorie de l'apprentissage par équilibration. Dans la confrontation socio-cognitive qui se produit, on peut changer son équilibre cognitif au sens de Piaget, et surtout on peut prendre conscience des compétences que l'on a à travers ces échanges. Je n'insiste pas là-dessus, mais l'idée c'est quand même de dire que l'explicitation de compétences et la confrontation de ces compétences, notamment via le langage, sont des moyens extrêmement puissants de développer des compétences de part et d'autre, à la fois du côté de celui qui explicite, c'est l'effet tuteur qu'on connaît bien, et de l'autre côté, du côté de celui qui perçoit ce qui est explicité pour développer ses propres compétences. Évidemment, troisième niveau, il s'agit de travailler sur cette fois les adaptations de l'activité collective. Si on admet que le modèle que j'ai présenté permet de rendre compte des activités collectives comme des compétences collectives comme des compétences individuelles, on va s'intéresser ici aux boucles de régulation et on verra tout à l'heure que ça permet de faire notamment une activité d'évaluation prospective qui est extrêmement importante dans les activités collectives. Et enfin, le quatrième niveau, eh bien, c'est l'intériorisation en quelque sorte de ce qui a été déterminé au niveau précédent ici, au niveau collectif, et donc de faire en sorte qu'on puisse accompagner le développement de compétences individuelles. Du côté de la formation, j'ai parlé tout à l'heure d'approche programme et d'approche par compétences. Ce sont effectivement des perspectives qui sont actuellement poussées par un certain nombre de gens pour dire qu'il faut maintenant passer à une rupture par rapport à l'approche courte que l'on a largement développée jusqu'ici en éducation et en formation, pour aborder l'approche par compétence. Et aborder l'approche par compétence, ça suppose d'une part de décrire les compétences que l'on vise avec la formation, c'est-à-dire élaborer un référentiel de compétences. Ça veut dire décrire un dispositif d'aide au développement des compétences visées. Ça veut dire décrire des modalités d'évaluation des compétences effectives telles que vont être développées dans la situation de formation. Ça veut dire décrire des séquences et des séances de formation, et ça veut dire enfin décrire des acquis d'apprentissage, notamment à travers, par exemple, l'élaboration d'un supplément au diplôme. Voilà pour ce qui est des méthodes, et j'en viens à la dernière partie pour insister plus sur les outils que l'on peut effectivement essayer d'inférer de ces modèles théoriques et de ces méthodes. Alors, premier exemple pour les organisations, si on reprend le modèle de la spirale que j'ai développé tout à l'heure, on va, et si on l'applique aux établissements d'éducation et de formation, on peut par exemple ici considérer que si l'on veut développer des compétences professionnelles d'enseignants, eh bien il sera peut-être intéressant de favoriser ce qui est de l'ordre de la percolation des schèmes de formation qu'ils mettent en œuvre les uns et les autres, notamment par des co-interventions. Ça se pratique très peu, et pourtant je suis persuadé que la meilleure façon de développer des compétences d'enseignants, c'est de mettre les enseignants en co-intervention pour qu'ils apprennent les uns par rapport aux autres. Deuxième niveau, il s'agit notamment ici de faire expliciter un certain nombre de compétences et donc faire formaliser à la fois les dispositifs de formation par les équipes et d'autre part essayer de faire formaliser ce que sont les compétences que les enseignants mettent en œuvre lorsqu'ils travaillent
et notamment en développant les communautés de pratique d'enseignants pour qu'ils puissent justement se mettre à cette formalisation de leurs propres compétences. À un troisième niveau, il s'agit d'élaborer des stratégies prospectives d'innovation de l'activité institutionnelle, c'est-à-dire essayer de voir comment l'institution peut répondre de façon nouvelle, de façon stratégique aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée par rapport à ses activités de formation. Et enfin, il s'agit d'accompagner, parce que le développement des compétences individuelles et collectives suppose effectivement qu'on accompagne les individus dans l'appropriation de ce que sont les nouvelles orientations des organisations, et je pense en particulier là, dans les universités, à toute la partie qui est la partie conseil pédagogique, qui est désormais proposée dans beaucoup d'universités aux enseignants pour qu'ils puissent passer à une approche programme et à une approche par compétences. Si on regarde maintenant spécifiquement cette évaluation prospective des institutions pour essayer de voir comment elles peuvent adapter leur processus et les produits et services qu'elles proposent à un public, eh bien, on peut le faire en référence au modèle que j'ai présenté tout à l'heure et se dire, par exemple, on va s'interroger en boucle courte, c'est-à-dire s'interroger par rapport aux résultats qu'on a obtenus et se demander si on ne pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement, mais en mobilisant d'autres règles d'action ou d'autres types d'organisation de ces règles d'action. C'est une façon de produire de l'innovation, on pourrait dire, en utilisant le vocabulaire de l'innovation. Ce sont des innovations plutôt de type incrémental, c'est-à-dire qu'on progresse en changeant relativement peu de choses, mais on change les règles d'action. Deuxième façon de réguler ces activités de façon prospective et stratégique, c'est de s'intéresser aux boucles longues, c'est-à-dire se poser la question de savoir est-ce que les conceptualisations qui pilotent notre activité collective sont des conceptualisations qui sont les plus adéquates, les plus pertinentes au regard des objectifs que l'on se fixe. Et évidemment, on peut essayer de changer ce que l'on tient pour vrai et ce que l'on tient pour pertinent dans cette activité collective pour essayer de fonctionner de façon sensiblement différente. Troisième type de régulation, on peut se poser carrément la question de savoir si l'activité elle-même que l'on conduit est l'activité optimale et si on ne pourrait pas la réenvisager par rapport à d'autres activités possibles. Et ça, c'est la régulation de type changement de schème qui, évidemment, est extrêmement importante et majeure. On pourrait dire que là, on est, avec les deux derniers types de régulation que je viens d'évoquer, on est plutôt sur des innovations de rupture plutôt que sur des innovations incrémentales. Mais on peut se poser également des questions sur les adaptations des règles d'action en fonction des circonstances. En général, les organisations ont un mode de fonctionnement et un seul, et je pense qu'elles sont peu agiles parce que, justement, elles sont focalisées sur un seul mode de fonctionnement, alors qu'elles pourraient imaginer avoir plusieurs modes d'intervention à disposition et pouvoir s'adapter en fonction des circonstances grâce à cette pluralité de modes d'intervention. Et enfin, il y a la question des outils qui est tout à fait essentielle. Quels sont les outils qu'on utilise pour réaliser notre activité collective et est-ce que ces outils ont des propriétés suffisamment pertinentes au regard des objectifs que l'on se fixe, en sachant que l'interaction que l'on a avec les outils sont des interactions qui vont dans les deux sens. D'une part, on transforme les propriétés des outils pour les rendre plus pertinents au regard des objectifs qu'on se fixe, et d'autre part, les propriétés des outils changent notre propre façon d'agir. Donc on est là sur des adaptations qui sont des adaptations dans les deux sens. Donc voilà par exemple une grille, un outil d'évaluation prospective qu'on pourrait avoir dans chacune des organisations, quel que soit son niveau, pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place comme innovation stratégique au regard des résultats qu'on a déjà obtenus et des résultats que l'on vise pour le futur.
Si on s'intéresse aux formateurs, eh bien on peut inventer un certain nombre d'outils, toujours en référence au modèle théorique, par exemple pour élaborer un référentiel de compétences. Le référentiel de compétences, on peut l'élaborer effectivement en tenant compte de ce que sont les caractéristiques de la compétence que j'ai repris ici, c'est-à-dire des résultats attendus, les anticipations, les règles d'action, les inférences, les invariants opératoires de type théorème en acte, concept en acte, les artefacts utilisables, les indicateurs de résultats. Et si par exemple on travaille ici, comme c'est le cas ici, sur la compétence comprendre les conduites humaines du point de vue de l'orientation vers la tâche pour un psychologue, eh bien on peut rendre compte de ces compétences avec tous ces items-là, et on remarque qu'ils sont d'une richesse relativement importante, ce qui permet effectivement de faire des choix sur les compétences que l'on vise spécifiquement dans tel ou tel type de formation. Si l'on s'intéresse maintenant à l'élaboration d'un référentiel de formation, eh bien on va pouvoir s'intéresser à un outil de ce type-là qui consiste à essayer de déterminer quels sont les différents types de séances que l'on va mettre en place à partir de différents types de séquences qu'on va mettre en place, ou de semestres, ou de semaines de formation, et en s'interrogeant ici dans les cases sur les types de situations et de tâches que l'on va mettre en œuvre dans la formation, sur les types de compétences visées, sur les types d'outils qu'on va mobiliser, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a rempli ça, eh bien, on a certainement un référentiel de formation qui permet d'avoir quelques idées précises sur ce que l'on va faire pour atteindre les compétences visées. Si on s'intéresse maintenant à l'évaluation des compétences, eh bien, cette évaluation des compétences, toujours grâce au modèle théorique, on peut essayer de le faire autrement qu'en évaluant ce qu'on fait habituellement en termes de performance, c'est-à-dire évaluer effectivement ce que sont les différentes règles d'action mobilisées, ce que sont les anticipations, ce que sont les inférences, etc., en se posant un certain nombre de questions du type quelles sont les différentes actions que l'on met en œuvre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, pour atteindre les résultats que l'on vise. Excusez-moi, je reviens en arrière sur ces questions-là. Donc on a tout un tas de questions que l'on peut se poser pour évaluer des compétences grâce au modèle. Et du coup, on n'est pas sur des évaluations de type binaire, compétent, non compétent, ou de type ordinal, plus ou moins compétent, sans qu'on ait des critères très précis pour savoir où on situe la barre et surtout à quoi ça correspond, notamment ici sur les aspects qui me paraissent fondamentaux, c'est-à-dire sur les conceptions qui sont associées à chacune des compétences qu'on mobilise les sujets. Quatrième outil, décrire des séquences et des séances de formation, élaborer un référentiel pédagogique, et là on peut le faire en déterminant des objectifs pédagogiques, toujours à partir des modèles. Ici le modèle de tutorat, en se disant par exemple, est-ce que je ne peux pas demander aux étudiants de traiter la même tâche, mais en les plaçant dans des situations différentes, de telle sorte qu'ils puissent ajuster leur manière de faire en fonction des caractéristiques des situations. Ou bien est-ce que je ne peux pas leur demander de faire la même chose, mais en leur proposant des outils différents pour le faire, ce qui les amène à réguler leur activité en fonction des propriétés des outils. Ou bien est-ce qu'ici je ne peux pas identifier les différentes caractéristiques des circonstances dans lesquelles je me trouve pour pouvoir adapter les règles d'action que je vais mobiliser en fonction de ces circonstances. Est-ce que je peux, par exemple, contribuer à un travail de groupe, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'on mette en œuvre des activités différenciées d'un apprenant à l'autre. Enfin, dernier outil, décrire des acquis d'apprentissage. On pourrait imaginer un outil de description de ces acquis d'apprentissage en termes de conduite
repérées, de compétences macroscopiques repérées pour la formation, et faire en sorte qu'on décrive ces compétences macroscopiques toujours sur les 3 plans: orientation vers la tâche, orientation vers autrui et orientation vers soi. Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ce que je suis capable de mobiliser sur tel ou tel type de tâche, mais qu'est-ce que j'ai appris également dans la formation sur ma relation à autrui, en tant que professionnel, par exemple psychologue ici, par rapport à d'autres psychologues, quelles sont les orientations que j'ai, et quels sont les acquis que j'ai construits au cours de la formation du point de vue de la façon dont je me situe par rapport à moi-même, dont je maîtrise moi-même un certain nombre de mes caractéristiques pour pouvoir agir en professionnel. Par exemple, pour le psychologue, est-ce que je suis devenu capable de maîtriser mes émotions par rapport à celles du client auquel j'ai affaire? Des choses de ce type-là. Bref, on a la possibilité là d'avoir un outil pour essayer de faire en sorte que on travaille de façon systématique sur les acquis d'apprentissage. Alors, sous forme de conclusion, je vais revenir simplement sur l'idée que les modèles d'analyse de l'activité sont extrêmement importants pour rendre compte de l'ontogenèse et de la sociogenèse. J'ai essayé de le montrer à travers les modèles que j'ai présentés, et j'ai essayé de montrer que ces modèles-là pouvaient avoir une pertinence non seulement pour comprendre ce qui se joue dans l'ontogenèse et la sociogenèse des compétences, mais également, évidemment, pour agir, c'est-à-dire opérationnaliser des outils qui vont permettre de traiter les tâches que l'on a à traiter, et surtout cette tâche essentielle qui est inscrire les activités humaines dans un développement durable, ce qui a à voir avec la phylogenèse, sans perdre de vue que ces 3 genèses, ontogenèse, sociogenèse et phylogenèse, sont en interaction, et qu'on doit effectivement tenir compte de cette interaction si l'on ne veut pas agir de façon, j'allais dire, morcelée, ça a été évoqué tout à l'heure, avec cette idée qu'on a des juxtapositions en fait d'actions qui ne sont pas nécessairement toujours cohérentes les unes par rapport aux autres.